Bonjour et bienvenue sur LCP. Lutter contre la violence routière, les accidents provoqués par des comportements irresponsables, par exemple sous l'emprise de stupéfiants. C'est ce que souhaite le législateur. Un texte avait été adopté ici, mais la dissolution est passée par là, retardant le travail parlementaire. Le texte revient donc en séance après un passage au Sénat. Il prévoit la création d'un nouveau délit dans le Code pénal français, le délit d'homicide routier. À la tribune, Gérald Darmanin salue une grande avancée pour les familles de victimes. La représentation nationale examine aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi attendue, très attendue, réclamée, très réclamée, et à bien des égards indispensable. La création dans notre droit pénal d'un délit spécifique d'homicide routier. Il est temps. Il est temps de nommer les choses. Il est temps d'affirmer clairement par la loi que tuer sur la route, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de drogue, à des vitesses délirantes ou au mépris total des règles élémentaires de prudence n'est pas un simple accident de la route. C'est du point de vue du droit pénal un acte criminel. Et cela doit être non seulement reconnu comme tel, mais condamné comme tel. Aujourd'hui, notre droit pénal parle encore d'homicide involontaire. Comment expliquer à des familles brisées qu'il y aurait de l'involontaire lorsque l'auteur des faits roulait à 160 km/h en ville, lorsque l'auteur a consommé plusieurs verres d'alcool, lorsque l'auteur a pris de la cocaïne? Comment continuer à banaliser l'irréparable? Comment accepter que le Code pénal qualifie encore d'imprudence ce qui, en réalité, relève d'un comportement délibéré, récurrent, criminel, dans ses conséquences, comme l'est un homicide? Je pense à cet adolescent de 17 ans, percuté mortellement sur un passage piéton par un conducteur multirécidiviste, ivre, sous drogue, et qui roulait à 90 km/h en pleine agglomération. Je pense à cette famille fauchée sur l'autoroute, au retour des vacances, par un chauffard qui venait de passer plus de 10 heures en boîte de nuit avant de prendre le volant sous emprise de stupéfiants. Je pense aux motards de la police nationale, à ces policiers de Roubaix qui rentraient d'avoir protégé une victime à 6 heures du matin, un beau dimanche du Nord, à ces cyclistes, à ces piétons, à ces femmes et ces hommes qui rentrent en scooter, en vélo, à pied, invisibles. Invisibles pour certains conducteurs qui transforment le véhicule en arme par leur irresponsabilité, mais invisibles parfois pour la société elle-même qui qualifie d'involontaire. Leur mort certaine par ceux qui, manifestement, avaient envie de commettre l'irréparable. Dans tous ces drames, les faits sont connus. Les articles de presse pullulent. Les comportements sont récurrents. Les risques sont assumés, voire revendiqués. Pourtant, jusqu'ici, la justice ne disposait pas de l'outil juridique clair et dissuasif pour qualifier ce que tout le monde comprend. Ces morts ne sont pas des accidents. Ce sont des crimes commis sur la route. Le criminel, à la différence de l'homicide classique, ne sait pas forcément qui il va tuer, mais il va tuer. Statistiquement, il va rencontrer la personne qui ne demande rien, qui lui a respecté le code de la route, qui lui n'a pas pris d'alcool, n'a pas pris de drogue, a mis son casque, est rentré tard de son travail, a voulu retrouver sa famille. La proposition de loi vise justement à faire cesser cette hypocrisie juridique. Elle crée une infraction autonome, distincte, identifiable et surtout à la gravité des faits, l'homicide routier. Elle permet une réponse pénale plus lisible, plus ferme, plus juste. Elle envoie aussi un message très clair. Désormais, l'impunité n'a plus sa place sur nos routes. Et lorsqu'on boit de l'alcool, lorsqu'on prend de la drogue, on sait que demain, on sera qualifié de criminel. Mesdames et messieurs les députés, en 2023, plus de 3000 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Des familles entières ont été détruites, des enfants ont été fauchés sur le chemin de l'école et du travail,
des mères, des pères, des frères, des sœurs ne sont jamais rentrés chez eux. Derrière chaque chiffre, il y a bien sûr un nom, un visage, une histoire, une douleur qui ne s'éteint jamais. Et les élus locaux que nous sommes, pour certains d'entre nous, ont des témoignages de leur vie, d'accompagnement et de personnes qui, sans doute, ne répareront jamais l'absence de l'enfant. Et trop souvent, en plus de la douleur immense de perdre un fils, une fille, un mari, une femme, des parents, la douleur se heurte au mur de l'administratif, du judiciaire, du code pénal, le mur de l'incompréhension judiciaire. Trop souvent, les victimes, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, pendant l'instruction, pendant l'enquête, pendant le procès, ont entendu que ce n'était qu'un accident. Ils ont entendu les auteurs dire que ce n'était qu'un accident, d'autant plus excusable qu'ils étaient justement sous drogue ou sous alcool. Trop souvent, les condamnations, qui respectent évidemment le code pénal, ont semblé dérisoires au regard de la perte subie. Trop souvent, les familles ont eu le sentiment que la justice ne parlait pas le même langage qu'elles. Ce texte vient réparer cette injustice. Il ne ramènera aucun être cher. Il offrira seulement aux familles endeuillées ce qu'elles demandent depuis tant d'années, la reconnaissance. La reconnaissance que ce qu'elles ont vécu n'est pas une fatalité ou un accident de la route. Que la loi condamne désormais clairement ceux qui prennent le volant en toute connaissance des risques, volontairement, et choisissent malgré tout de mettre en danger la vie des autres et de rencontrer la mort. La création de l'homicide routier n'est pas faite seulement pour les victimes, ni pour le code pénal, ni pour les magistrats, ni pour les courageux enquêteurs qui, devant le drame, continuent à essayer de confondre les auteurs. Le Parlement, en adoptant cette proposition de loi, permet surtout à notre société d'adopter une arme de dissuasion. Le rappel sévère, mais nécessaire, que conduire est une responsabilité, que le permis n'est pas un blanc-seing et que le bitume n'est pas une zone de non-droit. Ce texte complète un arsenal déjà renforcé par la majorité. Des contrôles plus fréquents, notamment contre la drogue, l'aggravation des peines en cas de récidive, la suspension automatique du permis en cas de conduite sous l'emprise que j'ai pu mener lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Je remercie d'ailleurs le Parlement d'avoir toujours accompagné les propositions de sécurité routière lorsque j'étais à Beauvau. Mais il manquait sans doute le mot juste et le mot fort. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce texte a été interrompu dans sa belle unanimité par la dissolution de l'Assemblée nationale. Je remercie Éric Pauget et l'ensemble des parlementaires qui, auprès de lui, quel que soit leur bord politique, ont continué à se battre pour l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi. Je remercie les associations de victimes, celles de M. Aleno comme toutes les autres, qui inlassablement aident, mais surtout avec un grand sens de l'honneur, apportent leur petite pierre à l'édifice alors qu'eux-mêmes sont dans la peine. Et je formule un vœu, après que l'Assemblée, après que le Sénat, après que la société ait déjà très largement débattu de ces propositions, que vous puissiez adopter une proposition de loi conforme avec celle du Sénat pour que très vite elle rentre dans le droit et que très vite tout le monde sache que conduire sous l'emprise d'alcool, de drogue, c'est commettre un homicide routier. Que les auteurs, les prochains auteurs soient condamnés à la hauteur de ce grave crime et que les victimes, les prochaines victimes, puissent être reconnues comme telles. Alors ce texte est ferme, et il doit l'être, parce que les vies brisées par la route valent bien cela, et parce que d'autres pays autour de nous l'ont fait depuis bien longtemps. À ceux qui s'inquiéteraient d'un glissement vers une pénalisation excessive, il n'y a pas d'excès à vouloir protéger la vie. Il n'y a pas d'excès à refuser l'impunité. Et il n'y a pas d'excès à donner à la justice, aux magistrats, les moyens d'être à la hauteur de la souffrance des victimes. Ce ne sont pas les magistrats qui sont à l'écoute, dans l'excuse. C'est le code pénal. Mesdames et messieurs les parlementaires, le travail du rapporteur sera soutenu par le gouvernement. J'espère que le rapporteur du Sénat et la majorité sénatoriale, je l'espère bien au-delà, adoptera ce texte, monsieur le rapporteur, puisque vous avez travaillé en amont avec eux pour gagner ce temps précieux qui nous a manqué. Je
Je voudrais saluer l'engagement de l'ensemble des élus locaux, des élus nationaux de tous bords qui soutiennent cette proposition. Je veux surtout saluer le combat de tous ceux qui, hier, ont été dans la peine et demain le seront. Cette peine peut tous nous toucher, à tout moment. Le téléphone peut retentir dans la nuit. Ça peut être le maire, le gendarme, le policier, qui vous prévient que votre vie ne sera plus comme avant. Puisse cette proposition de loi ne serait-ce que convaincre un seul futur criminel de la route de ne pas prendre sa voiture lorsqu'il a bu, lorsqu'il est sous drogue. Si une vie était sauvée par cette proposition de loi, nous ferons alors tous, et c'est important, œuvre en faveur de chacune et de chacun. La République ne doit jamais être en retard sur la douleur des innocents. Le droit ne doit jamais être en retard sur la douleur des innocents. Je sais que ce soir, dans un temps certes réduit, mais le gouvernement a tout son temps, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, nous adopterons cette proposition de loi. Je vous remercie. La proposition de loi examinée prévoit de sanctionner plus durement les auteurs d'infractions de la route lorsque ceux-ci ont causé la mort sans intention de la donner. Confrontées à de tels drames, les familles des victimes acceptent difficilement la notion actuelle d'homicide involontaire. C'est comme une deuxième mort pour les familles, explique à la tribune le rapporteur du texte, Éric Pauget. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour aborder la deuxième lecture de cette proposition de loi transpartisane que j'ai déposée il y a maintenant plus d'1 an et demi avec notre ancienne collègue Anne Brugnera, dont je tiens à rappeler et à saluer l'important travail sur ce texte et plus largement sur le sujet de la sécurité routière. Avant tout, permettez-moi de souligner l'esprit de collaboration et d'unité dans lequel nous avons travaillé. Ce texte a bénéficié d'un véritable travail collectif et je tiens à remercier tous les députés co-signataires ainsi que les associations qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour saluer les associations et les familles qui sont présentes aujourd'hui avec nous dans les tribunes de cet hémicycle. Votre expertise, votre éclairage et plus encore votre soutien tout au long de ce parcours parlementaire a été précieux. Ce texte a été conçu en lien direct avec vous et avec d'autres associations de terrain. Je tiens à vous remercier pour ce rôle moteur et pour votre engagement quotidien en faveur de la sécurité routière. L'ancien garde des Sceaux avait dit lors de la première lecture en janvier 2024 « Ce texte, nous vous le devons et c'est pour vous, pour les associations et les familles de victimes que nous le faisons ». En janvier dernier, d'ailleurs, notre Assemblée a adopté ce texte en première lecture à l'unanimité des suffrages exprimés. Je tiens à rappeler ce vote car il me semble que nous avons alors fait une œuvre utile, tous ensemble, en montrant que le Parlement est capable de dépasser les clivages entre les sensibilités politiques pour répondre aux attentes de notre société. Ce vote à l'unanimité n'est pas anecdotique, il est riche de sens et nous engage collectivement. Suivant le trajet de la navette parlementaire, cette proposition de loi a ensuite été examinée au Sénat en mars 2024. Nos collègues sénateurs ont très largement adhéré à l'esprit de ce texte. Ils ont adopté quelques modifications, notamment sur la structure de l'article 1er, qui ne me semblaient pas tout à fait adaptées et sur lesquelles nous sommes revenus la semaine dernière lors de l'examen en commission des lois. Nous avons toutefois conservé plusieurs ajouts du Sénat, comme par exemple l'article 1er bis A, qui prévoit une meilleure information des parties civiles au cours du procès en appel, enrichissant encore le texte. Ces évolutions sont bien sûr les bienvenues et utiles. Après un faux départ en juin dernier, dissolution oblige, nous en venons aujourd'hui à la deuxième lecture de cette proposition de loi à la fois ambitieuse et pragmatique, qui vise, je le rappelle, à apporter des réponses concrètes aux tragédies quotidiennes causées par les accidents de la route. Ne l'oublions pas, nous parlons ici de milliers de victimes. En 2024, ce sont encore 3 431 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes, dont 40% dus à l'alcool et ou à la drogue, et plus de 16 000 personnes qui ont été gravement blessées. Aujourd'hui, nous nous attaquons directement à une terminologie qui, depuis trop longtemps, heurte la sensibilité des familles de victimes. Lorsqu'une personne perd la vie sur la route, notre droit parle d'homicide involontaire. Si ce terme est correct sur le plan juridique, il ne rend pas compte de la réalité des comportements à l'origine de ces drames. En effet, de nombreux accidents mortels ou graves sont causés par des comportements délibérément fautifs, notamment en cas d'excès de vitesse ou de conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Le terme involontaire ne permet pas de refléter la gravité de ces faits, il ne permet pas de tenir compte de la faute initialement commise,
du risque volontairement pris par le conducteur fautif et malheureusement, il banalise et affaiblit la gravité des actes. Les victimes et leurs familles ressentent cette ambiguïté comme une forme d'injustice. Pour reprendre les termes de Yannick Aleno, cette terminologie est même insupportable, injuste et injustifiée. Cette revendication a été entendue par nos autorités puisqu'elle a fait l'objet d'une recommandation officielle du Comité interministériel de la sécurité routière. Avec ce texte, nous nous inscrivons donc dans la continuité de cette réflexion et nous répondons à une préoccupation légitime des associations et de la société tout entière. En réponse à cette réalité, notre proposition de loi précise le droit en créant une nouvelle qualification pénale. Nous proposons ainsi de mieux distinguer la simple négligence d'une part et les comportements manifestement délibérés et dangereux d'autre part. Ainsi, en certaines circonstances, notamment la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, nous parlerons désormais d'homicide routier ou de blessures routières, permettant une meilleure reconnaissance de la gravité de l'acte et de la faute initialement commise par le conducteur mis en cause. Ce changement, loin de se limiter à une simple évolution sémantique, représente un signal fort. En adoptant cette nouvelle terminologie, nous envoyons un message clair. Notre société ne tolère et ne tolérera plus les comportements à risque sur les routes. Pour moi, cette autonomie des infractions est nécessaire pour garantir la force de ce dispositif. Ces comportements ne sont pas anodins et notre droit explicitera ainsi la responsabilité de ceux qui mettent volontairement en danger la vie d'autrui. Il est en outre impératif que les peines prononcées par la justice soient à la hauteur de la gravité de ces actes dangereux. De cette réforme de la qualification pénale en est la première étape. Mieux nommer les faits permettra de mieux les juger. Nous prêtons ainsi main forte à nos magistrats pour faire face à ce phénomène encore trop massif dans notre société. Ce sujet de la violence routière, je le sais, nous mobilise tous sur ces bancs. Je salue une nouvelle fois l'engagement de chacun et la qualité de notre travail sur ce texte. Cet état d'esprit fait de notre texte un engagement que nous partageons, celui de garantir la sécurité de nos concitoyens, celui de reconnaître la douleur des victimes et de leurs familles, et celui d'œuvrer pour une société où la vie humaine est protégée à tout prix. Je l'espère, mes chers collègues, que nos débats aujourd'hui nous permettront à nouveau de le voter à l'unanimité. Je vous remercie. 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, c'est la sanction prévue, le cœur de la proposition de loi. Et sur ce point, eh bien, il y a plutôt consensus sur les bancs de l'hémicycle. À quelques exceptions près, sur les bancs de gauche, on doute de l'impact d'une telle sanction. Ça fait 3 ans maintenant qu'on avait commencé ce travail avec notre ex-collègue Anne Brugnera. Un travail, je le rappelle, qui était transpartisan, qui était un travail sérieux, un travail qui s'appuyait sur la demande des associations de victimes et qui sont présentes ce soir parmi nous, ainsi que les victimes de la violence routière. Et ça a été dit à travers les différentes interventions. Moi, je note que globalement, on trouve un consensus sur ce texte. Et oui, ça a été rappelé, c'est une nouveauté dans notre droit pénal, puisque on vous propose de sortir du côté binaire, involontaire-volontaire. On vous propose de créer une nouvelle infraction indépendante et autonome lorsque des circonstances aggravantes seront appelées. Et je crois que tous ensemble, on fait une œuvre positive, collective, puisque c'est un texte qui a été fait avec les victimes, avec les associations de victimes pour les victimes. C'est un texte aussi qui va être une aide à la justice, qui va permettre de mieux juger, puisque dès un drame de la route, les enquêteurs et toute la procédure se fera au nom de l'homicide routier ou au nom de la blessure routière, et ça va permettre de mieux qualifier. Et puis enfin, c'est un texte qui est un signal envoyé à la société tout entière, où on réaffirme, représentation nationale, que la route ne peut pas être le miroir de la violence dans notre société. Et je pense qu'on va faire ensemble une œuvre positive, collective et commune. Et j'espère qu'à la suite de nos débats et de l'étude des amendements, on puisse avoir un vote très large, comme en première lecture en janvier 2024. Je vous remercie. Et donc j'appelle dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pas pu parvenir à un texte identique. Et à l'article 1er, j'ai inscrit Monsieur le Président Breton. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues.
Je voudrais saluer effectivement l'examen de ce texte, la poursuite de l'examen de ce texte qui est attendu depuis longtemps. Et vous me permettrez aussi à ce moment-là de rendre hommage à mon prédécesseur, Jean-Michel Bertrand, qui était député sous la 12e législature, qui avait été à l'époque chargé par le Premier ministre, Dominique de Villepin, d'une mission sur la sécurité routière. Il était membre du Conseil national de la sécurité routière et il avait effectivement à l'époque déposé une proposition de loi se rendant compte que ce terme d'homicide involontaire était inentendable par les familles de victimes, une proposition de loi visant à mieux qualifier certains comportements particulièrement dangereux au volant. Cette proposition de loi, depuis que j'ai été élu, je me suis attaché à la redéposer à chaque mandat, en souvenir, puisqu'effectivement, c'était la proposition qu'on intégrait d'un homicide par mise en danger caractérisé de la vie d'autrui. La formulation a changé avec la notion d'homicide routier, mais je crois que l'esprit est le même. Et je me félicite que tout ce travail, qui est attendu encore une fois depuis des années et des années par des familles de victimes, nous en connaissons tous dans nos circonscriptions, puisse aboutir et arrive au maximum à un consensus. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc pour l'amendement numéro 4 de Madame Martin, de suppression. Merci, Monsieur le Président. C'est une intervention sans doute un peu difficile à faire. Pour autant, je pense que nous nous devons de la franchise et de la sincérité. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article. Pourquoi ? D'abord parce que cette affaire d'homicide routier vient créer une ambiguïté au sein de quelque chose qui est assez clair et sur lequel les magistrats peuvent s'appuyer, qui est d'un côté l'homicide volontaire, qui dit bien ce qu'il veut dire, et de l'autre côté, l'homicide involontaire. Étant entendu, évidemment, que les magistrats savent détecter des circonstances qui sont aggravantes. Le deuxième aspect, c'est cet aspect de surenchère pénale. Nous le redisons, nous ne croyons pas à l'efficacité de cela. Ça n'est pas en condamnant davantage tel et tel acte qu'on va l'éviter. Et là, on arrive au cœur du problème. On crée une catégorie juridique complexe, un peu floue, difficile à attraper pour les magistrats, mais pour autant, il n'est pas question, dans ce projet de loi, par exemple, de donner les moyens aux départements pour entretenir correctement les routes départementales qui font partie de ces routes où il y a malheureusement beaucoup de morts. Il n'y a rien dit sur la question de la prévention, particulièrement à l'égard des jeunes gens, pour qu'ils puissent mesurer l'effet de l'alcool et autres substances sur leur cerveau, et ce, de manière objective. Les vieux, ça leur ferait peut-être pas de mal non plus. Les questions de conduite accompagnée, qui doivent être le modèle que l'on doit appliquer. C'est cela qui permet, c'est mesuré, c'est comme ça, c'est objectif. Les jeunes gens qui ont bénéficié de ce dispositif causent et sont victimes de moins d'accidents que les autres. Et puis, mais il faudrait s'attaquer au lobby de la voiture. Pourquoi pas mettre en place des éthylos bloquants. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs et chers collègues, on en a déjà parlé en commission des lois il y a à peu près un mois. Ça sera bien évidemment un avis défavorable parce que si votre amendement était adopté, ça viderait complètement cette proposition de loi. Alors je vais essayer une dernière fois de vous convaincre parce que j'entends ce que vous nous dites. Il faut bien voir que lorsque, bien sûr, on déroge au principe, je l'ai dit tout à l'heure, de notre droit pénal. On sort du côté binaire, involontaire, volontaire, et on crée, oui, tous ensemble, quelque chose de nouveau. Ça, j'en ai totalement conscience. Mais il faut bien voir que pour les associations de victimes et pour les victimes, lorsque quelqu'un a volontairement consommé de l'alcool, volontairement consommé de la drogue, volontairement participé à un rodéo urbain, volontairement fait un refus d'obtempérer, et que derrière, il y a un accident, il faut bien voir que pour les victimes et pour les familles de victimes, le terme juridique d'involontaire, il est inacceptable. Il représente une deuxième mort de la personne, de la victime qui a endeuillé une famille. Et je crois que sur cet aspect-là, le fait de créer cet homicide routier ou les blessures routières dont on parle moins,
c'est une meilleure qualification juridique, meilleure qualification sémantique, et ça sera une meilleure qualification qui permettra de mieux juger, et ça sera une aide à la justice. Donc ça sera un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, c'est le même avis que le rapporteur. Un avis défavorable à ces amendements qui, s'ils venaient à être votés, supprimeraient totalement l'objet de la proposition de loi, alors même que très largement nous la soutenons, et en tout cas que le gouvernement la soutient. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Schreck. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, les auteurs de cet amendement de suppression de l'article, il faut le rappeler, n'avaient pas voté contre le texte en première lecture. Ça en dit beaucoup sur certaines évolutions, sur certains glissements. Les auteurs de l'amendement affirment qu'il s'agit d'un texte de communication ou d'apparence, mais la réalité est tout autre. La réalité est que vous entreteniez une incroyable connivence avec le refus d'obtempérer, et ce en tout temps. La réalité est que les rodéos urbains ne vous gênent pas, puisqu'il y a encore 48 heures, certains d'entre vous étaient au plus près de ces exactions terriblement dangereuses. La réalité, c'est que pour vous, la conduite sous l'emprise de stupéfiants n'est pas un élément constitutif, puisque, en vérité, vous êtes pour la légalisation de la majorité des stupéfiants. C'est quand même terrible de constater que tout le temps, même sur un texte comme cela, tout le temps vous êtes dans le camp du désordre, tout le temps vous êtes dans le camp du chaos, tout le temps vous êtes les députés de ceux qui se comportent mal. Les souffrances des victimes n'ont pas, à mon sens, à notre avis, les souffrances de victimes n'ont pas de sens pour vous, parce qu'en réalité elles ne cochent aucune case idéologique, elles ne répondent à aucun logiciel du désordre. Bien entendu, nous voterons contre cet amendement de suppression. Je vous remercie. Monsieur Solignac. Sur un texte qui touche quand même à des personnes qui sont très concernées par des accidents qui ont enlevé la vie à des proches, je pense qu'on peut faire preuve d'un peu plus de dignité et qu'il n'est pas utile d'être dans la provocation. Nous considérons que ce texte pourrait être un texte de simple communication si ceux qui s'en prévalent, ceux qui en sont les auteurs, ceux qui le soutiennent, laissaient à penser qu'il aurait pour but de faire baisser la mortalité sur les routes. Ça ne sera pas le cas. Et nous ne disons pas ça. Nous disons que ce texte, néanmoins, vient exprimer autrement, devant des tribunaux, des drames qui, parfois, peuvent hanter des années durant des proches de victimes qui ont entendu un homicide involontaire pour quelqu'un qui, volontairement, a abusé de l'alcool, de stupéfiants, jusqu'à aboutir à la mort sur la route. C'est assez insupportable. Et cette qualification dit beaucoup mieux les choses. Elle parle, cette fois-ci, d'homicide routier. Et c'est comme ça que le vivent les familles, et je crois que c'est comme ça que nous devons l'exprimer, et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement de suppression. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement. Madame Martin, il y a eu 2 contre, je prends un pour, et nous passons au vote. Madame Martin. Pardon. Bon, vos insultes, vous les garderez pour vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, j'entends évidemment ce que dit Hervé Solignac. Et bien sûr qu'il y a une question de vocabulaire et qu'au travers des mots, parfois, on peut rasséréner un tout petit peu les personnes face à un tel malheur. La difficulté, c'est que là, on touche au code pénal et que par là même, on risque finalement d'embarrasser les magistrats avec cette notion, alors que la notion de circonstance aggravante doit jouer à plein, évidemment, quand quelqu'un a un comportement dangereux, objectivement, parce qu'il a bu, parce qu'il a consommé je ne sais pas quoi, parce qu'il roule trop vite, etc., etc. Et ça doit être, bien sûr, réprimé. De ce point de vue-là, nous n'avons absolument aucun désaccord. La difficulté, c'est que ce vocabulaire-là ouvre des difficultés et surtout, et alors là, pour le coup, je m'autorise à insister, comme vous venez de le dire, Monsieur Solignac, ça ne règle rien. Pas un seul mort de moins sur les routes de France. Or, c'est à ça qu'il faut effectivement s'attaquer.
et je pense que nous ne prenons pas les choses par le bon bout. Je vous remercie. Nous passons donc au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Pauget, pour l'amendement numéro 12. Rédactionnel, Monsieur le Président. Rédactionnel. Qui est pour? Favorable tout de même. Ah, Monsieur Merci. le ministre, excusez-moi. Favorable, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et je vous annonce que sur le vote de l'article 1er, je suis saisi par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement numéro 13, Monsieur Pauget. Rédactionnel. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Favorable. Favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 11, Monsieur Pauget. Il s'agit d'une correction d'erreur de référence, Monsieur le Président. Oui, favorable. Avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. L'amendement numéro 24, Madame Regol. Merci Monsieur le Président. On propose une modulation de l'interdiction qui est introduite par cet article 1 afin de concilier les deux exigences de fermeté et aussi de réinsertion des personnes. En réservant la conduite après 10 ans aux seuls besoins professionnels, on essaye d'établir un équilibre supplémentaire dans ce texte. C'est là la proposition de cet amendement. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, je vais y être défavorable parce que d'abord, ça va complexifier les sanctions applicables et puis deux, c'est inopérant. Comment vous allez distinguer la personne qui va travailler de la personne qui va faire ses courses? Et donc, j'entends ce que vous voulez faire pour préserver le côté professionnel, mais ça ne fonctionnera pas, donc ça sera défavorable. Et je précise aussi que c'est une peine qui n'est pas automatique et que le juge pourra apprécier s'il la prononce ou pas. Merci. Monsieur le ministre. Même avis défavorable. Double avis défavorable. Je le mets aux voix. Ah, monsieur. Ah, il est retiré. Donc, je ne le mets pas aux voix et il n'est pas débattu. Nous en venons au vote sur l'article 1er. C'est un scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 101, exprimé 101, majorité 51 pour 97 contre 7, l'Assemblée nationale a adopté. Amendement à l'article 1er bis A, le 21 de Madame Regol. Merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Ça fait très plaisir de le dire depuis les bancs de l'hémicycle et pas ceux du rapporteur. Pour sécuriser un petit peu cette proposition qui nous semble importante, de permettre à la victime constituée partie civile en première instance de prendre la parole en cause d'appel. Et donc on essaye d'éviter par cette reformulation une censure ou une insécurité juridique ultérieure. Je suis sûre que Monsieur le rapporteur ira dans son sens. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Ça sera un avis favorable parce qu'effectivement la rédaction proposée est beaucoup plus précise et correcte que le texte du Sénat et donc permettra de rendre opérant cet article. Donc avis favorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Favorable. Double avis favorable. Je mets aux voix cet amendement à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis A ainsi amendé à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 1er inter. Amendement de Monsieur Arenas. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement est dans la lignée des explications que donnait
ma collègue Elisa Martin tout à l'heure, notamment sur la question de la surenchère pénale qui n'apportera pas finalement une réponse, notamment au niveau de l'application de la loi, qui est évidemment légitime d'un point de vue émotionnel et aussi légitime du point de vue de ce dont elle vient, notamment de la question des victimes et des familles, mais pour autant elle n'apportera rien pour le jugement. C'est pour ça que nous proposons cet amendement. En revanche, nous voulons quand même dire à l'Assemblée et notamment aux personnes qui sont parmi nous aujourd'hui que notre groupe, notamment à travers ses députés, proposera 2 propositions de loi dans un futur très proche qui j'espère auront l'unanimité également. La première pour l'installation automatique des nouveaux véhicules avec des éthylotests bloquants, mais aussi le fait que comme en Suisse, toutes les villes et les villages de plus de 200 habitants soient reliés à moins d'1 heure par un transport public. Car encore une fois, nous avons évoqué notamment les repas festifs, mais aussi nous tenons compte aussi des personnes qui dans toute légalité font appel à des anxiolytiques par rapport à des situations qui leur sont propres et qui sont délivrées par des médecins. Eh bien la meilleure façon de ne pas prendre la voiture, c'est pour avoir des transports en commun, notamment dans la ruralité, pour ne pas les voir partir en ayant le cœur pincé de peur qu'il leur arrive quelque chose à eux, mais aussi aux personnes victimes qu'elles croiseront sur la route. Nous soumettrons ces propositions de loi et nous n'avons aucun doute que nous aurons l'unanimité, puisque l'esprit de la loi sera aussi dans les propositions de loi que nous proposerons. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable puisque dans cet article 1er ter, si on le supprime, il y aurait une incohérence manifeste puisqu'en l'état du droit, les durées des peines complémentaires sont supérieures pour les atteintes involontaires que pour les atteintes volontaires. Ce n'est pas logique et donc ça serait une erreur de supprimer cet article. Ça sera un avis défavorable. Je vous remercie. Même avis. Avis défavorable du gouvernement également. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable. La main levée qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er ter. À main levée qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article 1er quater. Amendement numéro 14 du rapporteur. Monsieur le Président. Rédactionnel. Avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er quater à main levée qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement numéro 23 à l'article 1er quinquies de Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement d'appel pour porter la discussion sur un sujet qui n'est pas anodin. Alors évidemment, il ne s'agit pas de limiter les peines sur les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h, mais de poser la question de la gradation des peines qui sont données, en particulier en cas de récidive. On a peu eu l'occasion de discuter là-dessus et cet amendement se propose d'avoir une réponse de Monsieur le rapporteur sur le sujet. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable. Je vous l'avais dit en commission. J'ai du mal à cerner votre perception de la gravité des faits. Là, on parle de délictualiser un dépassement de 50 km/h. Prends le cas de figure sur nos routes départementales. Lorsqu'on est à 80 km/h, quelqu'un roule à 130 km/h, c'est-à-dire plus vite que sur une autoroute, et on propose de le délictualiser. Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on prenne la mesure de la gravité. Et donc, si on supprimait cette délictualisation, je pense que ce n'est pas un bon signal que l'on enverrait à la société. Défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Messieurs les députés, cet amendement, ça revient à déclasser une infraction qui aujourd'hui a été qualifiée de délit et de considérer que de dépasser la vitesse de 50 km/h, ça peut être contraventionnel. L'avis est défavorable. Je vous remercie. Madame Regol. J'ai l'impression d'avoir parlé un peu dans le vent, donc j'ai dit 2 choses. Appel et le sujet, c'est celui de la récidive. Comment est-ce qu'on permet d'avoir une gradation dans les peines? Vous m'avez répondu sur le fondement de l'article et pas sur la question qu'il servait à poser. C'est un peu dommage. Je vous remercie. Monsieur Arenas. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'entends ce que vous dites et dans la logique de la loi, vous avez raison. Pour autant, il faut entendre ce que dit notre collègue Rigol. Vous allez sur cet amendement sur les argumentations de la vitesse. Or, cette proposition de loi s'intéresse à la consommation de stupéfiants et d'alcool. Donc la vitesse n'est pas forcément
une fin en soi, puisque c'est déjà réprimé par la loi. Il y a déjà des lois, notamment du point de vue du juge, qui tiennent compte de la vitesse comme une circonstance aggravante de, évidemment, la peine qui est encourue par rapport à un crime qui est commis. C'est d'ordre pénal et c'est déjà le cas. Donc je vous invite vraiment à mesurer le fait que nous allons compliquer la tâche des juges quand ils exprimeront leur avis et que nous n'allons pas améliorer la situation telle que l'a expliqué ma collègue Elisa Martin. Et évidemment, je ne laisserai personne ici dans cet hémicycle, notamment pour nos collègues qui sont en face, dire que nous avons une quelconque bienveillance par rapport à l'objet que nous avisons. Pourquoi, chers collègues? Parce que vous n'avez aucune connaissance de la vie privée de tous celles et ceux qui sont dans cet hémicycle. Et parmi notre groupe, il y en a qui ont un passé très douloureux sur la question. Donc je vous invite à la mesure, en tout cas la même que nous avons à votre égard. Je vous remercie. Cet amendement est donc retiré. L'amendement numéro 6, Madame Martin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On est là, au fond, au cœur de ce qui est nos craintes. On est bien là dans des logiques de surenchère pénale, sans qu'encore une fois, rien ne soit réglé. Et au fond, notre inquiétude est la suivante. C'est-à-dire que considérer qu'il y a d'abord une question de vocabulaire, dont on a dit qu'elle complexifiait le travail des juges. On a ensuite cette logique de surenchère pénale, de surcroît, via des amendes forfaitaires délictuelles. Et vous savez que nous sommes très réticents relativement à ce type de sanction qui ne permet pas l'individualisation de la peine, par exemple. Bien. Ce que nous craignons, c'est qu'une fois que ces affaires-là seront votées, c'est un amendement de la commission, hein, on est d'accord, donc qui vient tordre un peu la logique, la philosophie générale du texte. Ce que nous craignons, c'est qu'au fond, en sortant de cet hémicycle, eh bien, on considère que le travail est fait, au motif qu'on aura créé un nouvel élément qui s'appelle homicide routier et au motif qu'on aura fait de la surenchère pénale. Or, nous n'aurons rien réglé. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Ça sera défavorable sur les mêmes arguments que le précédent amendement, mais vous nous faites bien la démonstration que ce texte n'est pas que sémantique et n'est pas que symbolique. Vous n'avez pas arrêté de nous dire que ce texte ne servait à rien et qu'il était sémantique et symbolique. C'est bien la preuve qu'il y a aussi des mesures de fermeté dans ce texte. Et enfin, je voudrais répondre, je reviens à l'amendement précédent de notre collègue Regoll. Si le conducteur est en état de récidive, mais c'est le droit commun qui s'applique. Et le juge pourra aggraver les peines s'il estime, s'il apprécie au vu de la récidive. Donc le problème ne se pose pas. Donc défavorable pour l'amendement de Madame Martin. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Président. En effet, c'est la démonstration, et nous nous en réjouissons, qu'en effet, il ne s'agit pas d'un texte uniquement symbolique, juste pour, en effet, pour que les victimes puissent faire leur deuil via une infraction qui correspond beaucoup plus à ce qu'elles attendent. Là, en effet, je vous rappelle, chers collègues, qu'au-dessus de 0,4 grammes par millilitre d'air expiré, vous avez un délit en termes de consommation d'alcool. Je ne vois pas pourquoi, au-dessus de 50 km/h d'excès de vitesse, on n'aurait pas exactement une infraction qui constitue un délit. En effet, il y a 3000 morts sur la route et je pense que cette disposition, elle est nécessaire pour en effet sensibiliser et comment dire, l'importance de la peine est par elle-même une prévention des comportements à risque. Par ailleurs, je vous indique que l'accidentologie en France, elle est toujours plurifactorielle, c'est-à-dire qu'un accident implique un facteur d'infraction, mais aussi un facteur qui concerne les infrastructures routières. Deux chiffres, et puis on pourra en discuter tout à l'heure, 500 morts sur les 3000 par an impliquent la drogue dans ce pays et un tiers des accidents mortels sur 3000 impliquent les infrastructures routières et la mauvaise qualité des routes secondaires en France. Donc on a deux chantiers importants. En revanche, durcir le droit pénal est très important en la matière puisque l'importance de la sanction est en soi une possibilité de mettre en œuvre de la prévention, que ce soit en amont dans le cadre éducatif, scolaire, etc. Et pour justement faire réfléchir à deux fois toutes les personnes et tous les délinquants qui pourraient avoir éventuellement une conduite à risque. Voilà. Je vous remercie. Madame Martin.
ne nous payons pas de mots. Dès le début, nous avons dit que nous avions 2 difficultés avec ce texte. La création de cette catégorie dit homicide routier. Et le deuxième élément, c'est la surenchère pénale. Donc je pense que les propos du rapporteur, de fait, tombent. Bon, ça c'est le premier élément. Et ensuite, si seulement il suffisait d'aggraver des peines pour régler les problèmes, ça n'est pas vrai. Et vous le savez fort bien. Et puisque vous faites allusion au stup, qui est un vrai sujet, c'est évident, comme l'alcool, en matière de conduite, vous savez fort bien que nous avons la législation la plus dure d'Europe, donc elle devrait être la plus efficace en matière de prévention. Or, nous sommes, les Français, les premiers consommateurs de produits psychotropes. Donc, ça ne marche pas. Je reviens à ce que je disais à l'instant. Quand allons-nous travailler les sources réelles des morts et des accidents très graves sur la route? Quand? Je vous remercie. Nous allons passer au vote sur cet amendement numéro 6 avec un double avis défavorable. C'est à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous votons sur l'article 1er quinquies. À main levée, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement numéro 7 sur l'article numéro 2, c'est un amendement de suppression de M. Arenas. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, dans le même esprit que les amendements de suppression précédents, ce n'est pas forcément les députés qui le disent. Ce sont les professionnels de justice qui le revendiquent, à savoir que cette loi va nourrir l'inflation législative, encore une fois, que cette loi que nous apprêterons certainement à voter par rapport aux majorités qui se dégagent, en fait, va poser de sévères difficultés pratiques en matière de preuves qu'on doit rapporter de l'intention. C'est bien le juge qui va avoir à juger de cela. Enfin, de nombreux avocats explique très clairement qu'aujourd'hui, il y a un glissement qui est contraire aux droits généraux, du principe généraux du droit pénal, et que l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée, différemment de la situation où même s'il y a eu des multiplications de fautes, l'intention de tuer n'existait pas. Nous ne sommes pas délinquants a priori, nous sommes délinquants a posteriori. Et je trouve qu'il est assez dangereux de préjuger que quelqu'un qui boit de l'alcool, qui consomme un stupéfiant ou n'importe quel autre produit qui altère finalement sa capacité à conduire est un délinquant a priori. Donc je pense que nous avons là une dérive sémantique qui peut être dangereuse et que, encore une fois, rien ne changera la prévention. La prévention n'est pas seulement le fait de l'éducation, elle est aussi celle des forces de l'ordre. Plus nous aurons des forces de l'ordre qui seront présentes physiquement sur les routes et les départementales, plus nous aurons la possibilité qu'on appuie moins sur le champignon et qu'on risque finalement moins d'avoir des accidents. Encore une fois, la prévention n'est pas que le fait de l'école, mais elle commence aussi là. Pourquoi? Parce que nous avons en France la possibilité d'aller tous à l'école. Donc agir dès le plus jeune âge est la meilleure façon non seulement de pouvoir lutter contre les comportements qui seront des comportements délinquants, et vous savez notre attachement à cela, je sais le vôtre aussi de défenseur de l'école républicaine qui a cette intention au niveau des enfants et des jeunes de notre pays, mais encore une fois ne sanctionnons pas a priori, sanctionnons a posteriori, sinon ce seront les préjugés qui prendront le dessus et non pas l'infraction que nous essayons de cibler avec l'attention de l'hémicycle. Je vous remercie. 2 minutes pile. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ça sera un avis défavorable parce que l'article 2, c'est uniquement un article de coordination lié à la création de l'article 1. Donc le supprimer, ça n'aurait aucun sens. Et puis, je ne voudrais pas qu'on se méprenne, Monsieur Arenas, j'ai entendu ce que vous avez dit. En créant l'homicide routier et les blessures routières, on ne supprime pas dans le code pénal la notion d'involontaire et de volontaire. On aura toujours de l'involontaire et on aura toujours de l'acte volontaire lorsqu'il y a intention de donner la mort. Mais nous, on crée quelque chose de nouveau qui dit que lorsque l'acte qui lui est volontaire et a conduit à l'accident, on est dans une nouvelle qualification juridique. Oui, c'est quelque chose de nouveau. On crée quelque chose de nouveau dans le code pénal qui va s'appeler homicide routier ou blessure routière. Mais lorsqu'il aura intention de donner la mort, ça restera qualifié d'homicide ou de blessure volontaire. Et lorsqu'il n'y avait pas intention et que c'est par exemple de la négligence ou de la somnolence, par exemple, ça restera caractérisé d'involontaire. Donc, avis défavorable sur cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même explication, même avis, défavorable. Défavorable également. Monsieur le député.
Merci, Monsieur le Président. Quand j'écoute l'argumentaire du collègue, ça me glace. Parce qu'on a le sentiment que la personne qui s'est rendue coupable quand même de consommer de l'alcool, outre mesure, et de prendre le volant, que la personne qui consomme de la drogue et prend le volant, il doit être excusé à travers vos propos. Moi, ça me glace fortement. Parce que on est responsable. La drogue, c'est interdit. Donc si on en consomme, on ne respecte pas la loi déjà. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir. Et donc effectivement, et à un moment, dans vos propos de l'explication, c'était ambigu. Je me permets de vous le dire, chers collègues. Donc c'est dans ce sens-là où ça m'a glacé. Et certains d'entre nous aussi. Ensuite, le rapporteur est très juste et Dieu sait qu'il défend cette PPL depuis très longtemps et je le remercie fortement. Pensons aux familles des victimes qui attendent cela et ça ne réparera pas leur deuil. Jamais. Mais sans doute que grâce à cette PPL, ça les aidera à accompagner celles et ceux qui souffriront demain de cela parce que malheureusement, le monde est imparfait et il y aura encore des accidents comme cela. Et je suis certain que celles et ceux qui souffrent aujourd'hui seront les meilleurs accompagnants, grâce à cette loi, de celles qui souffriront demain. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette PPL. Merci. Je vous remercie, M. Blanchet. M. Arenas. Président, chers collègues, pour pas que vous restiez glacés, parce que ce n'était pas le sens de mon propos, évidemment qu'une circonstance aggravante, par définition, est aggravante. Il y a deux délits. Et la façon dont elle est faite et aussi les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise est une circonstance aggravante. C'est bien pour ça que dans notre pays, il y a un juge. Il y a un juge qui doit considérer la faute, qui doit, y compris avec un juge d'application des peines, de mesurer la peine qui doit être appliquée en fonction de la situation. C'est bien pour ça que nous n'avons pas encore une justice qui se passe d'un être humain pour pouvoir la donner. Nous sommes évidemment d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous sur le point que l'émotion est légitime dans cette proposition de loi. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a parmi nous, parmi des collègues, certains qui ont eu à souffrir de ce malheur. Mais pour autant, nous faisons ici la loi. Et ce que nous disons, c'est que cette loi n'est pas demandée par les juges, elle n'est pas demandée par les avocats, parce qu'à un moment donné, il faudra rendre justice. Et il serait bien, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, de ne pas faire croire, parce que nous serions cyniques, et nous serions peut-être aussi hypocrites, de faire croire aux familles de victimes que cette loi va arranger les choses. Et je veux vous rassurer, dans notre travail de parlementaire, je pense que nous sommes toutes et tous concernés pour accompagner les familles des victimes dans nos circonscriptions. Nous le faisons au quotidien, et en particulier quand ce sont des enfants, parce que ça nous touche dans notre chair, qui sont victimes des accidents de la route. Je vous remercie. Nous passons au vote sur cet amendement numéro 7 avec un double avis défavorable. La main levée, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 15, M. Pauget. Rédactionnel. Avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement numéro 16. Coordination. Favorable. Favorable gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous votons sur l'article 2 à main levée, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement à l'article 3, le numéro 8 de Madame Martin. Encore une fois, nous souhaitons que cet article soit supprimé. Non pas tant parce que nous aurions un problème en tant que tel avec cette affaire de visite médicale, bien qu'il faudrait être en situation de trouver un médecin dans les 72 heures. Il se passe beaucoup de choses en plus en 72 heures. Dans les 72 heures pour qu'elle soit effectivement réalisée, mais parce que, encore une fois, nous loupons l'objectif qu'a priori nous nous donnons, à savoir lutter contre la violence routière. C'est ce qui est écrit là, non? Je ne me trompe pas. Et si l'on prend l'histoire de la violence routière dans notre pays, en 1972, il y avait 16 500 morts. Ça nous dépasse tellement c'est absolument énorme. Qu'est-ce qui a permis de faire baisser d'une façon très objective et très nette le nombre de morts sur nos routes? Eh bien,
le port de la ceinture, obligatoire, y compris à l'arrière. Le fait que lorsque l'on est sur un 2 roues, il soit obligatoire de porter un casque. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il faut des mesures qui soient des mesures concrètes de protection à l'égard de ceux qui sont des usagers de la route, étant entendu naturellement que malheureusement, il y a les piétons aussi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. J'avoue des fois que Madame Martin, j'ai du mal à vous suivre. Pourtant, je fais des efforts pour essayer de vous convaincre, mais j'y arrive pas. Je veux juste rappeler que cet article, il avait été introduit en première lecture par le groupe Modem, d'ailleurs, à l'époque. Et il dit quoi? Il dit qu'une personne qui commet un accident dans ces conditions, on lui impose un examen médical pour voir s'il est apte à conduire ou pas. Voilà. Il pose 2 sujets. Un, c'est la notion de 72 heures, et vous avez dû voir que juste après, il y a un amendement que je vais vous proposer qui corrige cette appréciation des 72 heures. Et 2, il y a la prise en charge. Moi, j'estime que la personne qui provoque un accident dans ces conditions, il est normal que ce soit lui qui prenne en charge cet examen médical et que ce ne soit pas la société qui paye l'examen médical. Donc, ça sera un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Président, Mesdames, Messieurs les députés, il est vrai qu'il faut revenir déjà au sens de l'article que vient de rappeler le rapporteur, à savoir qu'il s'agit de rendre obligatoire un examen médical pour évaluer l'aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident de la route. Voilà l'objet. Je pense que le supprimer poserait quand même un problème compte tenu de l'objectif que nous poursuivons dans le texte. Ensuite, vous dites que depuis 1975, les accidents mortels ont baissé. Dieu merci, oui, effectivement, de façon significative. Pas seulement pour les raisons de porte sécurité, de ceinture de sécurité, vous avez raison, mais aussi en matière d'alcool, de façon régulière, la baisse du taux d'alcoolémie dans le sang qui a régulièrement été réduite et qui a permis aussi de jouer un rôle absolument fondamental. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les stupéfiants ont fait leur apparition et que ceux-ci, au quotidien, évidemment, nuisent complètement pour les conducteurs à une appréciation de leur situation et tout l'objet du texte est là. Je vous remercie. Monsieur Meurant. Oui, merci Monsieur le Président. Alors j'entends que ce soit un amendement d'appel. J'ose espérer qu'il sera retiré dans quelques instants. Mais l'examen médical, c'est quand même la moindre des choses pour quelqu'un qui s'est rendu coupable d'une infraction qui a conduit à des séquelles physiques, que ce soit un décès ou des blessures. Vous ne pouvez pas supprimer, cet article 3, à moins que vous vouliez supprimer carrément tout le droit pénal parce que vous avez une vision très permissive du droit pénal français. Je crois qu'il faut absolument qu'on maintienne cet article 3. Normalement, tous les doutes sur l'organisation du délai devraient être levés dans les amendements qui suivent. Mais un amendement votre amendement qui veut supprimer l'obligation d'un examen médical pour des gens qui sont dangereux, ça me paraît extrêmement permissif et qui dénote une forme de complaisance de votre part à l'égard des délinquants de la route. Et ce n'est pas du tout conforme à ce que les victimes attendent et qui nous regardent aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez retirer votre amendement, puisque c'est un amendement d'appel. Après, il y aura évidemment beaucoup de travail à faire. Je regrette que nous n'ayons pas pu travailler plus dans le cadre de ce texte sur le durcissement des peines, sur la question du protoxyde d'azote, sur la drogue, etc. Puisqu'on a eu cette discussion en commission, mais nous l'avons eu aussi en première lecture, puisque la gauche semble assez complaisante à l'égard de la consommation de drogue et à l'égard des délinquants de la route de façon globale. Mais du coup, il y a tout un travail à faire dans le cadre de la délinquance routière. Mais en l'état, Madame Martin, retirez vraiment votre amendement, parce que vis-à-vis des victimes, on a un vrai problème de complaisance à l'égard des délinquants de la route. Je vous remercie. Monsieur Arenas. Merci, Monsieur le Président. Après l'excès de langage qui vient de me précéder, nous allons retirer l'amendement, mais nous vous donnons à tous rendez-vous lors de l'examen du PLFSS pour que ce qui va être voté soit réellement mis en œuvre. Parce que nous savons tous ici dans cet hémicycle que quand il faut prendre un rendez-vous médical, quand il faut aller voir les 72 heures que vous réclamez, il manque les personnels pour le faire.
Il suffit pour cela d'aller aux urgences de notre pays, dans les hôpitaux publics, pour se rendre compte de la réalité auquel nous sommes confrontés. Donc nous allons retirer l'amendement et nous vous donnons rendez-vous quand il faudra donner les moyens pour l'application que nous souhaitons, parce que oui, nous sommes d'accord qu'il faut que celles et ceux qui exercent un crime sur la route soient soumis, comme l'a indiqué, à un examen médical. Par contre, je voudrais dire à ce qui a été dit tout à l'heure, pardon, mais le CBD dans notre pays est autorisé. La consommation d'alcool est autorisée. Ce qui est interdit, c'est l'excès. Et je tiens aussi à dire à celles et ceux qui, comme moi, avons quelques années et quelques cheveux blancs, que nous avons été éduqués dans un pays qui expliquait que un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Voilà d'où nous venons. Et je pense et j'espère que ces campagnes publicitaires indignes dans lesquelles j'ai été éduqué, dans lesquelles mes enfants, notamment une partie d'entre eux les plus âgés, ont grandi, montrent bien que nous avons fait du chemin. Et nous retirons cet amendement pour ces raisons-là. Et ce n'est pas n'importe quoi que de le dire, parce que nous vous attendons quand il faudra mettre en cohérence à la fois les moyens donnés à la médecine publique, mais aussi à l'éducation nationale, pour faire en sorte que nos enfants ne subissent plus ces campagnes qui sont clairement contraires à l'esprit de la loi que nous allons voter. Je vous remercie. L'amendement est donc retiré. Et je vous annonce que sur la proposition de loi, je suis ici d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur les amendements identiques, le numéro 9, Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de précision sur le départ du délai de 72 heures dans le cadre duquel le conducteur doit se soumettre à l'examen médical. On a eu cette conversation en commission, c'est-à-dire que l'idée c'est que le délai de 72 heures doit démarrer au moment où l'état de santé du conducteur le permet. Et évidemment, l'examen médical doit avoir lieu aux frais du conducteur et que le conducteur ne puisse pas reprendre le volant avant que, éventuellement, que les conclusions sur son examen soient positives dans le cadre de la loi. Voilà. Merci, Monsieur Pauget, pour le numéro 19. Oui, alors les deux amendements 9 et 19 sont les mêmes. C'est un sujet qu'on avait évoqué en commission des lois et que M. Meurant avait pointé. Il a raison. Telle que la rédaction actuelle, il y avait une imprécision, c'est-à-dire qu'au bout des 72 heures, si la personne est, elle, dans un état de santé qui ne lui permet pas d'aller à la visite médicale, c'était inopérant. Donc on a là une rédaction qui est beaucoup plus précise et qui permettra donc de dire dans les 72 heures si la personne le peut, et à partir 72 heures à partir du moment où il est rétabli en termes de santé et où il peut faire face à une visite médicale. Donc ça sera un avis favorable sur les deux amendements, le 9 et le 19. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le député, ces deux amendements poursuivent le même objet, ça vient d'être dit. Ils sont rédigés de manière un peu différente, il faut le dire. Et le gouvernement a une petite préférence, monsieur le député, pour celui du rapporteur, le trouvant plus précis. Ils ne sont pas tout à fait identiques selon nous. Mais cela dit, l'avis est favorable. Je vous remercie. Alors je crois bien qu'ils sont identiques. Monsieur Meurant. Oui, Monsieur Turquois. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec les expressions qui ont été faites sur notre gauche, il y a quand même un côté opérationnel que je ne comprends pas. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui seront responsables d'accidents routiers, donc qui mériteraient qu'il y ait un contrôle qui soit fait, mais qui ne trouveront pas dans les 72 heures le professionnel de santé pour le faire. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Pour moi, il y a une obligation à ce qu'il y ait un contrôle pour permettre à ces personnes de reprendre la route, mais il va y avoir une impossibilité matérielle dans un certain nombre de cas. Donc, j'aimerais être éclairci sur le sujet. Être éclairé, pardon. Je vous remercie. Est-ce que cela appelle une réponse? Non. Monsieur Meurant. Très rapidement, pour répondre aux collègues précédents, c'est à la charge du conducteur de prendre rendez-vous et de se débrouiller pour avoir un examen médical suite à un comportement infractionnel qui a eu des conséquences physiques sur un tiers, que ce soit un décès ou des blessures. C'est à lui de se débrouiller pour avoir un examen médical pour éventuellement avoir la possibilité de reprendre le volant. Ça ne m'apparaît pas être de notre ressort de faciliter la vie des délinquants dans ce cadre. Et je me permets de préciser à Monsieur le ministre que ces amendements sont strictement identiques. Voilà, il s'agit de... Voilà. Merci. Je vous remercie. Nous allons... Monsieur le ministre.
Député, que je n'avais pas vu la correction qu'il avait apportée, ils sont effectivement identiques. Virgule qui a effectivement dû être modifiée à un moment donné. Bref, nous passons au vote avec un double avis favorable sur ces deux amendements identiques. À main levée, qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. L'amendement numéro 22, Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Un amendement qui va dans le même sens que les questions qui ont été posées jusqu'à présent sur la disponibilité de médecins pour recevoir les personnes. Et donc, on vous propose, Monsieur le rapporteur, pour rendre le dispositif un peu plus facile d'application, quels que soient les cas de figure, puisqu'on soutient cette nécessité de visite médicale, de supprimer l'alinéa 5, donc de supprimer la délictualisation, mais de garder l'intégralité du dispositif, retrait du permis, etc. etc. Merci. Monsieur le rapporteur. Non, ça sera un avis défavorable. Moi, je pense qu'il faut garder une sanction ferme. On parle de personnes qui sont volontairement droguées, qui sont volontairement alcoolisées, qui ont volontairement participé à un refus d'obtempérer, qui ont volontairement participé à un rodéo urbain, qui ont commis un accident et à qui on demande d'aller passer une visite médicale. Donc c'est leur problème de trouver un médecin, ils peuvent aller à l'hôpital, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction, sinon s'il n'y a pas la sanction, ils ne l'appliqueront jamais. C'est un problème de bon sens, donc ça sera un avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Double avis défavorable, Monsieur Arenas. Nous voterons favorablement pour cet amendement. D'ailleurs, les propos du rapporteur le précisent. Monsieur le rapporteur, une personne qui exerce un rodéo urbain qui est évidemment interdit n'est pas forcément sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool ou de quelconque substance. C'est simplement un acte délictueux qui est volontaire et qui est déjà inscrit dans le code pénal. D'ailleurs, ceux qui suivent d'assez près finalement les jugements par rapport aux personnes qui sont attrapées dans ces situations délictueuses savent que la main du juge ne tremble pas et que ce n'est pas bon de lier les choses. Et c'est pour ça que nous voterons favorablement à l'amendement de Mme Regol qui dissocie les deux sujets. Je vous remercie. Monsieur Duplessis. J'ai pas bien compris vos explications, parce que dans les cas que vous décrivez, on peut quand même partir du principe que la confiscation du permis et même des mesures d'obligation de soins seront prises par la justice. Donc là, on est bien sur les autres cas où la suspension du permis ne serait pas décidée par la justice. Et vraiment, c'est en lien avec les délais de 72 heures d'effectuer une sanction pénale. On va quand même jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende pour ne pas avoir respecté un délai de 72 heures. Moi, dans un territoire comme le mien, le Loiret, qui a un désert médical, si on n'a pas déjà de médecin traitant, il est très peu probable qu'on arrive à trouver un médecin en 72 heures pour répondre à cette obligation qui serait dès lors une obligation pénale. Et finalement, dans ces cas-là, la bonne sanction, c'est vous n'avez pas votre permis tant que vous n'avez pas passé ce contrôle médical. Mais dans les cas que vous avez décrits, monsieur le rapporteur, vraiment, cette obligation de soins, elle sera ordonnée dans le cadre judiciaire. Donc là, on est bien sur tous les autres cas où le délit et l'accident routier n'est pas le fait d'emploi de drogue et ne serait normalement pas adjoint à une obligation de soins et une suspension de permis. Et vraiment, le délai dans des territoires comme le mien, dans tous les déserts médicaux, le délai de 72 heures n'est pas tenable. Et ça nous semble disproportionné de mettre une sanction aussi forte pour ne pas avoir respecté un délai pour lequel la personne concernée, le délinquant si vous voulez, même si j'aime pas réduire les personnes à une seule dimension de leur être, ne pourront pas s'acquitter de cette obligation, même avec la bonne volonté, et seront durement sanctionnés pour cela, alors que les privés de leur permis, le temps qu'ils trouvent un médecin, est largement suffisant. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer au vote sur cet amendement avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 17, Monsieur Pauget. Rédactionnel, favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'amendement 18, rédactionnel, favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous votons sur l'article 3, à main levée, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et nous avons des explications de vote
à commencer par Monsieur Philippe Schreck pour le Rassemblement national et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Ce n'est pas de chance, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu faire de mal, sont devenus injustes, inaudibles, inacceptables pour les parents d'une victime qui est victime d'un chauffard sous drogue, sous stupéfiant, qui fuit et qui ne porte pas assistance à sa victime. C'est donc tout l'intérêt du délit autonome que nous avons créé. Contrairement à ce qui a été dit, ce délit n'est pas sémantique, il n'est pas symbolique. Au contraire, il est important de dissocier le caractère involontaire de certaines infractions qui ont justement pour conséquence d'aboutir à des sanctions qui, elles, sont dramatiquement symboliques et incompréhensibles, et nous devons lutter. En vérité, dans certaines circonstances, il doit y avoir et il y aura désormais la place pour une qualification intermédiaire entre le vouloir tuer et le tuer sans le vouloir, tant il est vrai que certains prévenus, s'ils n'ont pas recherché le dramatique résultat qu'ils ont créé, se placent eux-mêmes dans une situation qui est telle qu'elle ne peut être appréhendée que sous l'angle de faits involontaires. Nous avons, c'est vrai, vous avez raison, monsieur le rapporteur, de le dire, créé un pan dans le droit pénal qui me semble plutôt novateur et qui, encore une fois, n'est pas du symbolique, n'est pas de la sémantique. C'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Emmanuelle Hoffmann pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. La création d'un délit autonome d'homicide routier, ce n'est pas un symbole, c'est un acte de responsabilité. C'est mettre fin à la qualification d'homicide involontaire, qui est une double peine pour les familles des victimes. C'est pour cela, pour leur combat, et en ayant une pensée émue pour les familles des victimes qui sont présentes ici, que le groupe EPR soutiendra évidemment cette proposition de loi, fruit d'un véritable travail de fond mené par le rapporteur Éric Pauget, et lorsqu'elle était sur ces bancs, notre ancienne collègue Anne Bruguera. Continuons dans notre lancée et votons à l'unanimité ce texte, preuve que sur un sujet aussi grave que la sécurité routière, notre Assemblée sait se rassembler et agir dans l'intérêt général. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Elisa Martin pour le groupe LFI-NFP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de glisser quelques éléments. D'abord, le président de l'association qui milite contre les violences routières le dit, il a raison, en tout cas c'est notre point de vue, ça ne va pas assez loin. Et quand il dit ça, il veut dire par là que l'on ne prend pas de mesures concrètes, encore une fois, pour lutter contre la violence routière, qui est par ailleurs, je le redis, la deuxième partie du titre de cette PPL. De surcroît, les professionnels de droit sont très inquiets. Ils disent « le mieux étant toujours l'ennemi du bien », ce vœu risque cependant d'induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuves rapportées de l'intention, comme dans l'organisation judiciaire. Outre le sentiment d'inachevé, les parties civiles font le constat d'une triste habitude à recourir à l'inflation législative, là où il suffisait simplement d'appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d'ores et déjà existant. Voilà, tout est dit. Là où il y avait un aspect qui est effectivement problématique, c'est la place des victimes. Là, il y avait effectivement quelque chose qui était à travailler, parce que souvent, sur ce type de sujet ou sur d'autres, même si nous avons avancé, elles n'étaient pas, ou peu en tout cas, prises en compte. Bien, nous allons donc sortir de cet hémicycle vraisemblablement avec la création de l'homicide routier au sein du Code pénal. Mais encore une fois, là où nous avons un terrible regret, c'est que rien ne sera réglé pour autant. Et d'ailleurs, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, eh bien, vous aurez à répondre de la même manière devant les victimes et devant leurs familles sur le fait que cette affaire-là n'ait rien changé. Donc, nous vous donnons rendez-vous
au moment de l'examen de la loi de finances, où nous aurons donc à discuter d'une mobilisation bien plus importante, et ce, dans tous les pans de la société, pour lutter effectivement contre la violence routière. Et nous verrons. Je vous remercie. Monsieur Hervé Solignac, pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Ce texte ne doit pas nous exonérer d'une autre priorité. Je veux parler ici de la prévention. Et à cet égard, je voudrais rendre hommage notamment au travail que mène l'association Prévention routière, qui œuvre beaucoup en France, notamment auprès des plus jeunes. Et je crois que c'est là l'essentiel du travail que nous avons à conduire. Il n'en demeure pas moins que ce texte corrige une incompréhension. La justice est parfois incomprise, ou elle est même parfois contestée, précisément parce que ces mots, ceux qu'elle utilise, ne sont pas exactement les mots justes. Et homicide involontaire pour qualifier la mort d'un parent tué par un chauffard ivre, ça n'était pas faire usage des mots justes. Et donc cette loi n'est pas seulement une loi qui prend mieux en considération la souffrance des victimes, c'est aussi une loi qui vise à réconcilier l'institution judiciaire qui se trouve parfois rejetée par ceux qui considèrent que la qualification recouvre une forme de clémence à l'égard des auteurs d'accidents mortels. Je rappelle ici que la moitié des accidents mortels est causée par l'excès de vitesse, l'état d'ivresse ou l'usage de stupéfiants. La moitié de 3000, ça en fait quand même 1500, ça n'est pas l'épaisseur du trait. Et ce sont donc la moitié des accidents mortels qui s'expliquent par des comportements qui ne sont pas acceptables. Enfin, pour terminer, je voudrais dire que si ce texte a été quelque peu débattu ou quelque peu contesté, notre conviction, c'est qu'il trouvera très vite sa place dans la société comme une forme d'évidence. Et je veux remercier celles et ceux qui en sont les auteurs. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Émilie Bonivard, pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe votera sans réserve et avec conviction en faveur de cette proposition de loi portant création de l'infraction spécifique d'homicide routier. Et je souhaite rendre un hommage particulier à notre collègue Éric Pauget qui a porté ce texte sans relâche depuis de nombreuses années. Et il l'a fait en portant la voix et en voulant rendre hommage à toutes les familles brisées et endeuillées par la violence routière et toutes les associations qui le représentent, à celles qui ont perdu un enfant, un proche, un parent à cause de comportements irresponsables et aux conséquences criminelles sur nos routes. Leur douleur nous oblige et leur combat méritait une réponse politique forte. Nous pensons évidemment à Yannick Aleno qui a porté haut et fort ce combat, à son association engagée à la mémoire de son fils, à Monsieur Augère, dont le petit-fils a perdu la vie dans des circonstances insupportables, et à toutes les victimes et familles endeuillées. Dans la mienne, il y en a eu. Et je pense à Alexia et à sa maman Sylvie et à Charlotte Berthoud qui ont été les victimes d'homicides routiers. Leur douleur est immense et leur combat est digne. Et notre responsabilité politique est d'y répondre. Il ne s'agit absolument pas d'un symbole. Il s'agit de corriger une injustice ou un vide de notre droit en matière pénale. Non, il n'est pas possible que la mort d'une personne ayant été causée par une personne ayant consommé des stupéfiants, ayant roulé à une allure qui n'est pas normale, ou ayant roulé sous l'emprise de l'alcool, est un homicide involontaire. Non, ce n'est pas possible de penser cela. Il y a un principe que nous devons réaffirmer sur nos routes, c'est le principe de responsabilité, parce que ce principe, il est absolument vital. Donc cette proposition de loi s'inscrit aussi dans la continuité de grandes réformes de sécurité routière portées historiquement depuis plusieurs décennies par notre famille politique, et évidemment avec détermination en ayant dans le cœur et dans l'esprit toutes les personnes disparues, et en espérant évidemment qu'elle modifiera le comportement de nos concitoyens. Je vous remercie. La parole est à Madame Anne Bergance, pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président. D'abord vous dire que nous, le groupe Les Démocrates, votera évidemment sans réserve en faveur de ce texte. Et je profite de ces explications de vote pour également saluer le travail et la persévérance du rapporteur de ce texte, Éric Pauget.
de quoi parlons-nous? Nous parlons de violations manifestement délibérées, parfois récurrentes du code de la route, de comportements à risque, tels que, je le rappelle, conduite sous emprise de stupéfiants, d'alcool, refus d'obtempérer, conduite répétée parfois sans permis de conduire, participation à des rodéos urbains. Toutes ces infractions doivent être caractérisées pour ce qu'elles sont dans le cadre d'un accident mortel, un homicide routier. J'aimerais aussi préciser, suite au débat et aux prises de parole que j'ai pu entendre, que nous sommes dans cet hémicycle pour faire la loi pour la société et non pour les juges et pour les avocats. Cette évolution, nous la devons aussi évidemment aux familles de victimes qui demandent depuis longtemps une plus grande responsabilisation pénale des auteurs de ces violences routières. Donc encore une fois, je le répète, le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce texte sans aucune hésitation. Je vous remercie. La parole est à Madame Béatrice Piron pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président. Au nom du groupe Horizon et Indépendants, je voudrais rappeler l'objectif de cette proposition de loi. En créant un délit d'homicide routier et plus généralement en luttant contre la violence routière, ce texte vise à répondre à une tragédie qui affecte bien trop de familles chaque année. Il vise également à répondre à un sentiment légitime d'injustice ressenti par nombre de nos citoyens. Enfin, ce texte vise à répondre à une attente forte, celle des victimes d'accidents routiers, des familles brisées, et je pense qu'il y en a de nombreuses ici présentes. Je souhaiterais également souligner le caractère transpartisan de ce texte. C'est tout à l'honneur de notre Assemblée que de savoir se mettre d'accord sur la nécessité de faire évoluer certaines dispositions de notre droit. Le groupe Horizon Indépendant votera donc en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Et la parole est enfin à Monsieur Jean-Pierre Bataille pour le groupe LIOT. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, un signal fort est envoyé aux usagers de la route et notamment aux plus imprudents. Demain, la justice semblera plus juste pour les familles des victimes. Demain, cette justice permettra, je l'espère, d'apaiser la douleur des familles et évitera de se réfugier dans une tristesse et dans une amertume qui sont les réels poisons de ceux qui restent. Le groupe LIOT votera favorablement cette proposition. Merci. Je vous remercie. Et je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. C'est un scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 203, exprimé 200, majorité 101 pour 194 contre 6. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le ministre, vous voulez dire un mot? Juste un mot, Monsieur le Président, pour dire que le gouvernement est satisfait du vote qui vient d'avoir lieu et qui voudrait naturellement profiter des circonstances pour féliciter les auteurs. Monsieur le député Pauget, bien sûr. Je n'oublie pas la députée Bruniera, qui par ailleurs est du Rhône, un département auquel je suis attaché, bien sûr. Mais également dire qu'il ne s'agit pas d'un texte qui est un texte de communication. On crée véritablement dans ce texte une infraction qui est nouvelle, qui est une infraction formelle et qui va sans doute changer le cours des choses. En tous les cas, c'est l'espoir qui est le nôtre. Merci. La proposition de loi qui instaure un délit d'homicide routier est donc largement votée, 194 voix pour, 6 contre. Le texte va maintenant repartir au Sénat et si les deux chambres votent conforme, eh bien la loi pourra être promulguée. Fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.